nous avons fait le choix, et c'est le cœur de BOMA, d'ouvrir au questionnement, d'ouvrir au dilemme de notre temps. C'est pour ça que, pour la première fois par rapport à ce que nous faisions les années précédentes, nous ouvrons le dialogue, alors certes modéré, parce que nous sommes près de 2800 dans cette salle, mais c'est très important d'ouvrir ce dialogue. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'engagement, si on veut changer les choses, il faut accepter la complexité. L'engagement simple, qui consiste à être dans une sorte de pureté de la vision de l'engagement, de l'impact positif, ça ne peut pas gagner en puissance, ça ne peut pas passer à l'échelle. Si on veut changer les choses, il faut changer aussi avec les acteurs économiques avec lesquels on travaille. Et ceux qui agissent au quotidien se confrontent à la réalité quotidienne, de devoir continuer à faire fonctionner leur entreprise, mais en même temps essayer d'avoir un impact positif. Il a écrit un livre récemment qui a fait beaucoup parler de lui, dont le titre est « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Il fait référence à un nouveau type de leadership dans les entreprises, un leadership plus éthique. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il dit que ce leadership éthique crée de la performance. Son secteur d'activité, c'est l'assurance, le monde de la finance. C'est le patron d'une compagnie d'assurance. Je vous laisse avec le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger. Bonsoir. Alors oui, manifestement, c'est pas très facile pour un patron de venir parler d'éthique. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, plus sérieusement, une des difficultés à laquelle on est confronté. Ce sont vraisemblablement les dirigeants qui ont, au fond, les leviers les plus puissants pour changer le monde. Et en même temps, ce sont eux qui sont les moins enclins à les utiliser. Tout simplement parce qu'ils ont la responsabilité, effectivement, de la rentabilité, de la pérennité, de la survie d'une entreprise, et que confronter cette réalité-là à la volonté éventuelle d'engagement ou d'impact n'est pas toujours très facile. Je peux témoigner que j'ai été pendant très longtemps un dirigeant extrêmement classique. J'ai été un dirigeant extrêmement classique alors même que je ne suis pas issu de ce monde-là. Moi, je suis né d'une famille très simple. Mes parents ont arrêté leurs études quand ils avaient 13 ans. Et non seulement, d'ailleurs, je suis issu d'un milieu tout à fait simple, mais en réalité, adolescent, je ne faisais absolument rien pour en sortir. J'étais à la limite de l'échec scolaire et, je peux le dire aujourd'hui, il y a prescription, sans doute à la limite de la petite délinquance. Et puis, on ne le répétait pas trop quand même, mais... Et puis, vers la fin de l'adolescence, j'ai surpris un jour, en réalité, mon père, discutant avec un ami, justement de cette situation et d'un avenir un petit peu bouché. Et j'ai lu ce jour-là, dans le regard de mon père, tellement de dépit, tellement sans doute de tristesse, que je me suis mis à réfléchir et que j'ai changé du tout au tout et je me suis consacré pleinement à mes études, ce qui fait de moi d'ailleurs un animal un peu bizarre, énarque ayant un bac techno et ancien voleur de mobilette, enfin c'est un peu compliqué. Et malgré cette adolescence, malgré ce passé, j'ai commencé en étant effectivement plongé, immergé dans le monde professionnel, finalement en oubliant celui que j'avais été adolescent et en étant un dirigeant extrêmement classique, très focalisé sur la rentabilité, sur la performance, sur la compétitivité, ayant un management d'ailleurs lui-même extrêmement classique, en gros autorité et contrôle, quoi. Ce que d'ailleurs vraisemblablement un grand nombre d'entre vous connaît dans son entreprise. Et ça n'est que beaucoup plus tard, en croisant cette fois, non pas le regard de mon père, mais le regard de mes propres enfants, que j'ai juste réalisé que je faisais fausse route. Quand j'ai compris, en échangeant avec eux, que le monde, finalement, que je contribuais à perpétuer, n'était juste pas le monde dans lequel ils avaient envie de vivre. Alors, forcément, je faisais fausse route.
Enfin, ce sont eux qui représentent l'avenir, c'est plus moi. Et à quoi ça sert de continuer à construire un monde dans lequel ils ne se projettent pas? J'ai commencé alors ce jour-là à réfléchir, sans doute d'ailleurs d'une certaine manière à renouer un peu avec l'adolescent que j'avais été. Et aujourd'hui, je peux témoigner. Aujourd'hui, je sais d'expérience que l'on peut effectivement construire un modèle d'entreprise profondément impliqué, profondément engagé, ayant un souci sincère de son impact sur ses parties prenantes, sur son environnement, et en même temps une entreprise extrêmement performante. Et qui va même d'ailleurs chercher une grande partie de sa performance dans son engagement. Je pense que ça mérite quelques illustrations. Restons d'abord précisément dans le monde de l'assurance, celui dans lequel j'évolue. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été un jour confrontés à leur assureur. Un assureur d'abord qui cherche systématiquement à vous vendre n'importe quel contrat, même si vous n'en avez pas besoin. Moi, j'ai vu des assureurs chercher à vendre des assurances chômage à des fonctionnaires. Un assureur qui, évidemment, est toujours un peu réticent au moment de l'indemnisation si jamais vous avez un sinistre. Et de fait, l'intérêt de l'assureur est exactement opposé, exactement contraire à l'intérêt de l'assuré. Imaginons maintenant que l'on décide de prendre le problème à l'envers, à rebours, de renverser la table finalement, et de se dire non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Chez nous, on fait exactement l'inverse. Nous demandons à nos conseillers commerciaux, non pas de faire de la vente forcée, mais de délivrer un conseil sincère, un conseil désintéressé. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'ils ne sont pas tentés de faire le contraire, on a banni toute idée de bonus, d'intéressement, de commissionnement en fonction du nombre de contrats qu'ils vendent. On encourage nos gestionnaires de sinistres d'abord à consacrer plus de temps à la gestion d'un dossier. Et puis on les encourage à rendre le meilleur service possible, à aller au bout de l'indemnisation. Et on les autorise même, s'ils le souhaitent, et c'est à eux de le décider, dans certaines circonstances, à aller au-delà de nos obligations contractuelles, au-delà de ce que prévoient les garanties. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne une telle politique? Ça peut coûter une fortune, et oui, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune, sauf que, en faisant ça, on génère un niveau de satisfaction qui est complètement unique sur le marché de l'assurance. Et grâce à cette satisfaction, on génère un taux de fidélité de nos assurés qui est, là aussi, totalement unique et totalement décalé par rapport à nos concurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on économise entre 100 et 150 millions d'euros chaque année de coûts d'acquisition que l'on n'a pas à dépenser. Et évidemment, cet argent que nous économisons, on peut le recycler dans la qualité du conseil, dans la qualité de la gestion, dans la qualité de l'indemnisation. On voit que c'est gagnant pour l'assuré et pour la compagnie d'assurance, à la fois engagement et performance. Alors, ça reste un exemple dans le monde de l'assurance. On peut élargir. On peut élargir à n'importe quelle entreprise, par exemple en parlant de management. Imaginez demain que votre patron vous dise « Au fond, ma préoccupation désormais, ça n'est plus la rentabilité, ça n'est plus la performance, ça n'est plus la productivité. Ma préoccupation, c'est l'épanouissement de chacun de mes salariés. » Que va-t-il faire? En considérant évidemment que c'est sincère. Il va mettre en place tout ce qu'il peut pour essayer d'améliorer l'épanouissement de ses collaborateurs. D'abord, il va essayer de leur donner plus de sens, au fond, dans leur mission, dans leur action quotidienne. Et puis, il va essayer de leur accorder plus de confiance, en déléguant plus, en leur laissant plus de marge de manœuvre. Et puis, il va essayer, dans la culture d'entreprise, au fond, de faire reposer les relations entre les différents salariés et avec le management sur de la bienveillance, sur de l'attention, plus que sur de la compétition ou de l'individualisme. Et qu'est-ce qu'il va obtenir? Il va obtenir effectivement un niveau d'épanouissement beaucoup plus élevé, mais il va obtenir aussi un niveau d'engagement infiniment plus fort. On a mis en place un management de ce type-là il y a quelques années. Premier résultat, une baisse en quelques années de l'ordre de 25% de l'absentéisme. J'ai croisé il y a quelques mois déjà
une dame au siège de mon entreprise que je ne connaissais pas, qui m'interpelle et qui me dit « Écoutez, monsieur Demurger, je voulais juste vous apporter un témoignage. Ça fait déjà plusieurs mois que je devrais être à la retraite. J'ai décidé de rester. Parce que ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui, j'ai juste envie de le voir, j'ai juste envie d'y participer, d'y contribuer, et je veux voir jusqu'où ça peut aller. » Il y a un des leaders syndicaux de l'entreprise, et pas d'un syndicat particulièrement progressiste, qui est venu me voir il y a quelques semaines, quelques mois déjà, et qui m'a dit « On a beaucoup débattu au sein de la section. Et on est arrivé aux conclusions suivantes. D'abord, on peut se tromper, mais on pense que vous êtes sincère. Ensuite, on pense que, au fond, ce que vous faites pour l'entreprise, ça va dans le bon sens. Et donc, comme on est cohérent, on a décidé collectivement de vous aider à mettre en place cette politique. Et on a parfaitement conscience, j'ai parfaitement conscience en vous disant ça, que si jamais vous allez au bout, eh bien moi, demain, je ne sers plus à rien. » Ça, c'est l'entreprise en interne. On pourrait parler aussi de l'entreprise dans son environnement. Imaginons une entreprise qui, par exemple, accepte de payer ses impôts et ne cherche pas à faire de l'évasion fiscale à tout prix. L'an dernier, nous avons payé en France plus d'impôts que Google, Amazon, Facebook, Apple réunis, que l'ensemble des GAFA réunis. Imaginons une entreprise qui, effectivement, se préoccupe sincèrement de son impact sur l'environnement. Nous le faisons systématiquement, à la fois dans le cœur de notre activité et sur l'ensemble des fonctions support. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne le seul assureur qui fasse partie des marques préférées des Français. Ça donne une performance, tout simplement une performance financière. En 10 ans, nous avons multiplié les résultats par 15. Alors, vous me direz, oui, mais la Maïf, c'est une entreprise très particulière, c'est une mutuelle, il n'y a pas d'actionnaire, vous avez une culture de l'engagement qui est très enracinée, la preuve, Maïf, assureur militant. En réalité, non. En réalité, si on démontre que l'on peut, par l'engagement, par la recherche d'un impact et par un engagement sincère, créer de la performance, alors le modèle est totalement duplicable. Et s'il est duplicable, il est totalement généralisable. Et là, on commencera à avoir un impact global très fort. Mais attention, je crois que chacun d'entre nous a un rôle. En tant que consommateur, en tant que salarié, en tant qu'épargnant également, il nous appartient de choisir les entreprises auprès desquelles on consomme ou auxquelles on contribue. Il nous appartient aussi de modifier sans doute parfois nos comportements, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit en dehors. Et je crois qu'à ce prix-là, on pourra en effet avoir un véritable impact sur le monde et par ailleurs. Et ça, je peux en témoigner. Je peux vous dire que le jour où on se retrouve, on est effectivement aligné, le jour où on a moins une ambition personnelle de réussir, mais plus une ambition collective de contribuer, alors ce jour-là, on trouve effectivement un vrai épanouissement et une vraie satisfaction. Merci. Merci Pascal. Quelques questions pour Pascal. Guy-Philippe Goldstein, des questions pour Pascal. Alors, on a beaucoup de questions de management en fait, autour de la manière dont vous avez réussi à gérer la Maïf. Alors, une première question, on va commencer à la base. Beaucoup d'interrogations sur les vendeurs. Comment est-ce que vous arrivez à effectivement incentiver de la bonne façon les vendeurs en ayant peut-être des objectifs un peu de long terme ? Deux choses. D'abord, je crois fondamentalement que l'on encourage et que l'on motive infiniment plus ses collaborateurs, qu'ils soient vendeurs ou qu'ils aient d'autres fonctions, par la fierté que par l'intérêt. Moi, je crois beaucoup à ça. Quand un vendeur est fier de ce qu'il vend, quand il a le sentiment, effectivement, de ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais de vraies garanties qui sont utiles, qui sont adaptées à la situation de chacun, alors je crois qu'il a un niveau de motivation naturel infiniment plus important. Et puis la deuxième chose, c'est que lorsque vous créez dans l'entreprise, en effet, une fierté collective. Lorsque vous créez un climat dans lequel il y a plus de bienveillance que de compétition, dans lequel il y a plus, d'enthousiasme que de résistance,
vous faites en réalité de chacun des collaborateurs de l'entreprise, et notamment chacun des collaborateurs en contact avec le client, le plus formidable ambassadeur de la marque. Il y a une symétrie entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que l'on donne à voir avec le client. Et si à l'intérieur, les relations sont bonnes, positives, bienveillantes, alors les relations avec le client seront de cette nature. S'il y a de la confiance à l'intérieur, il y aura de la confiance avec le client. Si en revanche il y a de la tension à l'intérieur, nécessairement ça se verra avec le client. Alors une autre question, on continue à remonter dans l'entreprise. Une question sur la manière dont on fait circuler la parole, dont on écoute effectivement, réellement les collaborateurs. Comment ça se passe à la Maïf ? Moi, je crois beaucoup à une forme d'horizontalité de l'entreprise, à la fois horizontalité dans la prise de décision. C'est au plus près de l'endroit où se posent les questions qu'il faut les résoudre. Il ne faut pas que les gens soient simplement là pour exécuter un process. Il faut que les gens soient là pour trouver des solutions à un problème. Et alors, ils donnent infiniment plus d'eux-mêmes. Et puis, bien sûr, moi je suis convaincu que lorsque l'entreprise prend une décision qui a un impact sur un ou X individus, cette ou ces X individus doivent être, doivent participer, doivent contribuer à cette prise de décision, quelle que soit sa nature. Si l'on recrute quelqu'un dans une équipe, il me paraît légitime que les gens de l'équipe en question, qui vont être au quotidien avec cette nouvelle personne, participent au recrutement. Si on refonde les accords sociaux comme on l'a fait sur l'organisation du temps de travail, on a fait ça il y a 2 ans, on l'a fait de manière participative dans l'entreprise avec 10%, 800 salariés qui ont contribué à l'élaboration du projet. Et évidemment, on arrive à des choses infiniment plus pertinentes et par ailleurs d'ailleurs à une mise en œuvre beaucoup plus facile lorsque c'est réalisé. Alors, les vendeurs, l'organisation, alors maintenant on va remonter, les actionnaires, les autres décideurs politiques, vos autres camarades, collègues, PDG de grands groupes français, c'est les questions qui sont posées. Comment vous arrivez à les convaincre ? Alors en interne d'abord, et puis je dirai un mot des autres ensuite. En interne, on convainc évidemment par les résultats et par la performance. Tout ça ne peut pas fonctionner et surtout ne peut pas être pérennisé si on n'est pas capable de démontrer que ça fonctionne. Il se fait, je croise les doigts, que, je l'ai dit, on a eu une augmentation assez spectaculaire ces 10 dernières années des résultats de l'entreprise. Moi, je crois profondément qu'être attentif à ses collaborateurs, être attentif de manière sincère à ses clients, être attentif à la société, être attentif à l'environnement, je crois qu'en effet, ça crée de la performance. Et donc, tant qu'il y a la performance, en général, la gouvernance suit. Quant aux autres dirigeants, y compris à nos concurrents, en réalité, et ça vraiment je l'ai vécu de manière extrêmement forte, en réalité, tout a basculé en 2019. Avant 2019, il y avait très peu de dirigeants concernés par ces sujets-là. Désormais, il y a énormément de dirigeants, alors dont je ne sais pas s'ils sont, et je ne veux pas en témoigner, et peu importe, s'ils sont sincèrement concernés. Mais en tout cas, il y a énormément de dirigeants qui ont pris conscience qu'il y a une attente sociale extrêmement forte à l'égard de l'entreprise. Elle s'exprime d'abord par les salariés qui cherchent du sens dans leur travail. Elle s'exprime à travers la marque employeur. C'est super compliqué de recruter aujourd'hui sur un certain nombre de postes si vous n'êtes pas capable de démontrer qu'en effet l'entreprise a ce type d'engagement. Cette attente sociale, elle s'exprime bien sûr à travers les consommateurs. Elle commence à s'exprimer chez les épargnants. On a vu des fonds de pension, par exemple, dire qu'ils étaient... là aussi, on peut avoir des doutes sur la sincérité, mais bon, qu'ils étaient attentifs à ces sujets-là. Et il y a de plus en plus de dirigeants qui commencent à se poser la question, et même, pour être complètement honnête, qui viennent nous voir sur le thème « Expliquez-nous comment ça marche, comment on fait ». Merci Pascal. Merci. Merci beaucoup.